Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Encore des victimes sur la route du Magal de Touba après l'accident qui a fait 3 morts et 49 blessés ce matin. Un conducteur de Jakarta a été mortellement fauché cet après-midi par un véhicule. À 48 heures de l'événement, c'est le rush dans les gares routières. Les tarifs ont été revus à la hausse au grand désarroi des clients. Malaise au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar après la sortie de Benno Siggil Sénégal demandant des éclairages dans l'affaire ArcelorMittal Petro-Tim. Certains acteurs membres de la coalition parlent plutôt d'incompréhension et d'erreurs d'interprétation. Célébration ce 9 décembre de la journée mondiale de la corruption. Le Sudgis et le Forum civil veulent rompre avec la chaîne de ce fléau. En fin d'édition, à suivre le dossier économique qui s'intéresse aujourd'hui à l'auto-emploi. Voilà le sommaire de ce journal. Les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ibrahim Akan, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Alors, pour démarrer cette édition, cet accident, encore une victime de la route après l'accident de ce matin qui a fait 3 morts, 49 blessés à l'entrée de Diourbel en début d'après-midi. C'est un conducteur de moto Jakarta qui a été mortellement heurté par un véhicule. L'accident est survenu à Ndoulo, entre Mbaké et Diourbel. Tout à fait, cher Tidiane Diao. Et nous parlons du Grand Magal de Touba. À 48 heures de l'événement, c'est déjà l'affluence dans les gares routières. Les voyageurs fustigent le non-respect des engagements des chauffeurs sur les tarifs du transport. Ces chauffeurs qui nient en bloc. Salimata Aoussek, Alioune Diagne. Touba, la ville sainte, en cette veille de Magal, la seule destination. Un voyage qui nécessite une grande organisation. Pour ce président de Daïra, les chauffeurs ne respectent pas souvent leur engagement. Depuis 4 heures du matin, les dépasse 5 heures. Les chauffeurs font ce qu'ils veulent. Ils m'ont convoqué à 4 heures du matin. Ils se pointent à 10 heures. C'est pas normal. À quelle heure je vais arriver à destination? C'est compliqué. Ce transporteur explique que les responsabilités sont très partagées. Le chauffeur, comme le locataire du bus, peut s'excuser du retard. Il faut comprendre, c'est un seul jour. En ce qui concerne l'augmentation du prix des transports en cette veille de Magal, chacun défend sa position. Ils ont triplé le transport. D'habitude, je paye 1500, mais aujourd'hui, j'ai déboursé 8500 francs pour l'aller et le retour. En plus, je suis toujours à Dakar. C'est inévitable, l'augmentation. Il faut calculer les frais de la voiture. Tu pars avec un bus plein, mais au retour, le bus est vide. Il faut comprendre cela. Le Magal de Touba, prévu ce jeudi, c'est déjà l'affluence dans les gares routières comme ici à Colobane. Seulement, la prudence s'impose sur la route. Salut Mataosek, merci. Voilà 2 ans que nous quittons sereinement Sourci. Borom Daradi, le défunt khalife général des Mourides, décédé à l'âge de 87 ans, a marqué son époque à travers ses enseignements, ses prêches, son implication dans le développement socio-économique du pays. Il a toujours appelé en retour à la terre. Parlons à présent de ce voyage controversé, Ibrahim Akan, des imams et oulémas en Israël. Ces derniers apportent quelques précisions. Tout à fait. Lancer un message de paix entre l'État hébreu et la Palestine. Telle est la raison de cette visite en Israël. Selon les imams et oulémas, ils estiment que leur déplacement a permis au moins l'ouverture de la mosquée d'Al-Aqsa. L'association des imams et oulémas du Sénégal faisait face à la presse ce matin. Compte rendu, Fat Bintou Konté, Alioune Diagne. Leur visite en Israël a été décriée par leurs collègues imams. L'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal se défend. Selon elle, c'est seulement la promotion de la paix qui les a conduits chez le peuple hébreu. Notre association a été invitée à Israël, à Jérusalem, pour faire et donner un point de vue des imams du Sénégal et des oulémas, de porter un message de paix pour le peuple de la Palestine et le peuple d'Israël.
D'ailleurs, leur visite a porté ses fruits dans la mesure où la mosquée d'Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, a été ouverte pour les musulmans désormais. Le résultat qu'on a obtenu, c'est la libération des portes de la mosquée d'Al-Aqsa où les musulmans peuvent accéder librement maintenant à cette grande mosquée qui appartient aux musulmans, qui était sécurisée et gardée par la sécurité juive. Maintenant que seul le côté du mur de lamentation est surveillé par la sécurité juive. Maintenant les musulmans sont libres d'aller prier à la mosquée d'Al-Aqsa al-Sharif. S'ils le désirent, sollicitent les imams et oulémas du Sénégal, l'État palestinien peut bel et bien les inviter et ils feront la même démarche. Nous avons écrit à l'ambassadeur de la Palestine pour lui porter le message que nous avions fait. Et très prochainement, nous attendons de nous rendre en Palestine eux aussi, voir Mahmoud Abbas et ses ministres et son gouvernement. De toutes les façons, il ne regrette point de s'être déplacé jusqu'en Israël si c'est seulement pour œuvrer pour la paix entre les deux pays. Le parlons politique à présent avec Ibrahim Khan, la sortie de Benon Sigil Sénégal demandant des éclairages sur l'affaire ArcelorMittal et Petrotim. Une sortie qui provoque des remous au sein même de la coalition. Des cadres de cette coalition au pouvoir parlent plutôt d'incompréhension et d'erreur d'interprétation. De leur avis, cela ne peut avoir aucun impact sur la démocratie au sein de Benno Bokk Yakaar. Hadiatala Alioune Diagne. La réaction de certains cadres de l'APR ne s'est pas fait attendre suite à la demande de Benno Sigil Sénégal qui veut la lumière sur l'affaire ArcelorMittal et Petrotim. Des acteurs de la majorité présidentielle minimisent. Ce n'est ni une position de mise en garde du chef de l'État, ni une position d'accusation, ni une position de démarcation par rapport au camp dans lequel nous sommes et que nous assumons, mais une position de dénoncer ce que fait Wade, de révéler à travers cette affaire quelle est la manœuvre que Wade veut réaliser dans cette affaire. Si on est dans une alliance, si des membres de cette alliance ont un point de vue, c'est normal qu'ils l'expriment. Donc je ne pense pas que cela puisse poser un problème. Je crois qu'il y a des contradictions. Ce sont les contradictions qui font avancer les choses. Le président, je le rappelle, a créé l'OFNAC. Donc quand le président met en place ces instruments-là, ça montre que le président de la République est le premier à demander la transparence et à demander la reddition des comptes. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Selon ces derniers, la divergence d'opinion renseigne sur la maturité de la démocratie au sein de l'organisation. Nous ne changeons pas de position. Quel que soit le cas, la Ligue démocratique reste, adopte une même position. Elle demande la reddition des comptes, elle demande la transparence. Même au sein d'un parti, il faut qu'il y ait la contradiction, qu'il y ait des points de vue divergents. Parce que pour aller vers la vérité, pour aller à la recherche de la vérité, il faut une contradiction. Le RTAS et l'APR invitent les différents acteurs à savoir raison garder. Les gens se sont fourvoyés et les gens ont fait des sorties qu'on ne comprend pas. Certains parlent de mout. J'estime simplement qu'il y a trop de polémiques autour de ces questions tout à fait inutiles. Benno Bokk Yakaar n'exclut pas de se réunir pour arrondir les angles, recentrer le débat et se retrouver autour de l'essentiel. Direction l'Assemblée nationale à présent pour y retrouver Mody Gueye, qui est présent pour les besoins du vote du budget du ministère des Finances, du ministère de l'économie et des Finances. Un budget qui a été donc revu à la baisse, n'est-ce pas Mody Gueye? Bonsoir, cher Tidiane Diaw. Exactement, le budget du ministère de l'économie et des Finances a connu une baisse de 4,626 millions de francs CFA. Contrairement à l'année 2014, le budget de cette année 2015 est chiffré à 162 millions. Mais ce n'est que c'est la fin du marathon budgétaire pour l'année 2015. Il s'agit du projet de loi numéro 20-2014 portant loi des finances pour l'année 2015 sur le budget. La somme a été arrêtée à 2869,32 milliards contre 2732 milliards, soit une hausse de 137 milliards pour le budget national. Concernant la loi portant approbation du programme triennal d'investissement public 2015-2017, elle porte essentiellement sur le PSE et le plan Sénégal, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent qui concerne 3 axes majeurs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour donner plus de détails. Le 3e projet de budget concerne les dépenses publiques. C'est chiffré et le ministre a laissé entendre que ça porte essentiellement sur la dette hospitalière.
les problèmes liés aux universités et l'amélioration des comptes de la Sénélec. Actuellement, c'est clos, c'est fini, c'est le ministre Amadou Ba qui fait face à la presse et il a évoqué le problème d'ArcelorMittal. Il a dit que fin de discussion, il n'y a plus rien à dire et que dans les prochains jours, il va publier le document concernant cette affaire qui a défrayé la chronique depuis un certain moment. Voilà, cher Tidiane Diao, tout ce qu'on peut retenir pour le moment ici à l'Assemblée nationale concernant cette fin du marathon budgétaire 2015. Merci Modi Gueye. Nous parlons de toute autre chose. Birahim Seck du Forum civil foncièrement contre l'arrêt de la traque des biens mal acquis. Selon lui, l'État du Sénégal devrait plutôt penser à renforcer la CRI. Je propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye. Aujourd'hui, il faudrait renforcer davantage la cour de répression de lancement illicite. Il est inconcevable aujourd'hui qu'on puisse nous parler de tentatives de liberté provisoire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être sérieux. Quand on mène un combat pour la transparence, il faut y aller jusqu'au bout. Et ce sera un risque pour le gouvernement de tenter également de stopper la traque des biens mal acquis. Parce que si les résultats de l'année de perception de la corruption ont eu à grimper, en grande partie c'est à cause de la traque des biens mal acquis. Et la traque aujourd'hui a joué un rôle psychologique dans la tête des Sénégalais. Donc il faudrait renforcer davantage la cour de répression de lancement illicite et continuer davantage la traque des biens mal acquis, qui ne se limite pas uniquement aux anciens dignitaires. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a souligné, il y a des projets qui sont mis en œuvre par le gouvernement actuel et la CRI est dans une obligation d'aller voir comment est-ce que cet argent a été dépensé dans ces différentes infrastructures. Je veux nommer par exemple le Centre international de conférence Abdou Diouf. Je veux nommer également la réhabilitation du building administratif. Je veux parler également de cette autoroute Thiès-Touba. Je vais également parler, si vous voulez même, de la construction de la cité de l'émergence, y compris la transaction concernant l'affaire ArcelorMittal. Je vous le disais en sommaire, célébration ce 9 décembre de la Journée internationale de la corruption. Ibrahim Khan, le thème retenu cette année, ramper à la chaîne de la corruption. Le SYTJUST, le syndicat des travailleurs de la justice, mais aussi le Forum civil appellent le gouvernement au respect du code de transparence. Ils entendent de sensibiliser les populations sur la corruption. Maïmouna Ndiaye, Diafaraba. Le Sénégal, toujours dans la zone rouge, il reste encore miné par les scandales de corruption. Le SYTJUST et le Forum civil appellent à une mobilisation pour rompre cette chaîne. Pour qu'on puisse parler de corruption, il y a un corrupteur, il y a un corrompu. Et souvent, les deux intéressés ne se dénoncent pas. Nous avons saisi l'occasion de cette journée pour sensibiliser tout un chacun. Mais auparavant, nous avons déjà commencé le travail de terrain en sensibilisant nos membres. Les médias, les infrastructures, le secteur minier agressé, Birahim Seck demande l'application du code de transparence. Les autorités ne disent pas à tout bas que le montage financier a été effectué de façon frauduleuse pour la construction de l'autoroute Thiès-Touba. Les autorités également n'ont pas dit à tout bas que l'entreprise chinoise qui veut construire cette autoroute Thiès-Touba a été épinglée pour corruption et fraude par la Banque mondiale. On a le secteur minier parce qu'il y a une opacité quand même assez anormale dans la conclusion de certains contrats. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau de l'espace gouvernemental, c'est un espace qui est pollué, qui est agressé par quand même des hommes de médias, des patrons de presse, ce qui est quand même très délicat pour notre démocratie. Les cas signalés doivent être poursuivis, des sanctions appliquées. C'est l'avis du syndicat des travailleurs de la justice. Si des culpabilités sont établies, que des sanctions sans complaisance soient appliquées, tant sur le côté pénal que sur le côté disciplinaire. C'est ce que nous attendons des autorités étatiques. Rompre la chaîne de corruption, une tâche qui ne sera pas du tout facile. Toutefois, on peut s'attendre à des progrès si les procédures et les enquêtes aboutissent. Corruption toujours chère, mais cette fois-ci dans le secteur du transport, chauffeurs et agents de circulation indexés. Oui, la responsabilité est partagée entre chauffeurs et agents de la circulation. Les automobilistes parlent d'un mal nécessaire, comme vous allez le remarquer dans ce reportage signé à Modi Gueye et Mardia. Un corrupteur, un corrompu, deux acteurs qui alimentent la corruption.
Une pratique est devenue monnaie courante dans le secteur du transport. Les chauffeurs au premier palier nient les faits dans un langage mitigé. Moi, je n'ai jamais remis ces 1000 francs à un policier. Vous savez, nous partageons la route avec eux. Donc, la compréhension doit être de mise, c'est tout. Cet apprenti, installé confortablement sur le marchepied de son véhicule, accepte d'évoquer le sujet, mais se garde d'aller au fond. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais nous savons tous ce qui se passe. Amadou Ba est chauffeur de taxi, un métier qu'il exerce depuis plus de 15 ans. La circulation et les contrôles policiers font partie de son quotidien. Il reconnaît le fléau, mais refuse d'être un corrupteur. C'est pas ça. Ils vont nous dire, ils vont nous garer notre véhicule, mais on va essayer de négocier jusqu'à ils nous laissent. On négocie, c'est-à-dire Oui, c'est-à-dire on nous donne de l'argent. Des fois 3 000, des fois 2 000, ça dépend quoi. Même si les faits sont difficiles à vérifier, c'est un secret de polichinelle que la corruption fait rage dans le transport public. Reste à trouver un remède pour l'éradiquer. Justice à présent, c'est pour parler de la liberté provisoire ou bien du placement sous contrôle judiciaire. Ces deux termes juridiques chers à ne pas confondre. Oui, pour mieux comprendre, donc, Ibrahim Akan, nous avons donné la parole à un professeur de droit. Il s'appelle Ndiak Fall. Vous verrez qu'il y a bien une grande différence. Mbaké Amar, Adama Gueye. Elle permet à un inculpé de bénéficier de certains privilèges. La liberté provisoire est prononcée par un juge d'instruction. Ce qu'on appelle la liberté provisoire, c'est une mesure qui intervient après la mise en détention provisoire d'une personne inculpée. La liberté provisoire, c'est lorsque l'individu a déjà été mis en détention provisoire. Et par la suite, le juge estime, par exemple, que le juge d'instruction estime que ces investigations sont terminées et en attendant le jugement, il va laisser l'individu en liberté. C'est ça ce qu'on appelle la liberté provisoire. La liberté provisoire intervient après la cessation d'une détention provisoire. Cela signifie en principe que, si vous voulez, la procédure n'est pas encore terminée et qu'il faudrait attendre normalement un jugement à venir. Cette mesure judiciaire présente des ressemblances avec le contrôle judiciaire. Ils sont cependant différents. Quand la personne est mise sous contrôle judiciaire, il y a des mesures restrictives qui lui sont imposées. C'est-à-dire, par exemple, cette personne inculpée doit se présenter devant le juge d'instruction à telle ou telle date qui lui est fixée. C'est également le fait qu'on puisse lui retirer son passeport, malgré qu'en raison du contrôle judiciaire, il y ait néanmoins des assouplissements, par exemple pour des raisons de santé. On en a vu 2 cas, avec le cas du Cheikh Béthio Thioune et le cas de Bibo Bourgi. Liberté provisoire et contrôle judiciaire, 2 termes différents, mais aboutissent tout de même à une liberté de l'accusé. Éducation à présent dans cette édition, bientôt des cours de philosophie en ligne. Objectif cher, pallier le manque de professeurs dans certains lycées. Le projet de loi est intitulé Ressources numériques pour tous. Le ministre de l'Éducation nationale qui a fait l'annonce est revenu sur la multitude des syndicats d'enseignants. C'était lors du vote du budget du ministère de l'Éducation, un budget qui a connu une hausse, nous disent nos reporters Aminata Mbaresso et Abdou Karim Diop. Face aux députés, l'éternelle question du déficit de maîtres et de professeurs a été soulevée. Le ministre de l'Éducation nationale annonce le projet de ressources numériques pour tous, au moins pour pallier le manque de professeurs en philosophie et en mathématiques. Nous avons commandé 240 classes numériques et 2000 tablettes avec tout le matériel d'accompagnement pour que les élèves puissent profiter de ça. C'est une démarche ambitieuse au niveau du ministère et ce qui me donne une satisfaction, c'est que ça a été mené, c'est un projet interne du ministère. Les abris provisoires, une autre préoccupation des parlementaires, le ministre de l'Éducation nationale annonce un partenariat public-privé pour résorber ce problème. Le montant estimatif pour résorber les abris provisoires est de 65 milliards de francs CFA. Le gouvernement travaille sur un partenariat public-privé de résorption des abris provisoires. Il s'agira d'identifier un privé
qui construit l'ensemble des abris provisoires sur une durée limitée et que le gouvernement prenne ces salles de classe en location-vente. Des députés ont également déploré la pléthore de syndicats d'enseignants. Ils ont interpellé le ministre sur les élections de représentativité. Les syndicats eux-mêmes ont pensé que l'outil que nous avons, qui est le Mirador, qui permet une inscription universelle de tous les enseignants, pourrait être utilisé pour organiser une élection de représentativité des syndicats, ce qui nous permettra d'avoir un dialogue de qualité avec les syndicats qui sont les plus représentatifs. Le budget 2015 du ministère de l'Éducation nationale est arrêté à plus de 370 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 3 milliards. Les dépenses de personnel englobent une bonne partie du budget. 23e édition de la foire internationale de Dakar, le ministre du Commerce s'enquérit de l'état d'avancement des travaux au CICES. Et satisfait du travail, le ministre appelle tous les acteurs économiques à participer massivement à la bonne marche de cette 23e édition de la FIDAK. Compte rendu signé Aïssatou Païfal et Mohamed Dian. À une semaine de l'ouverture de la 23e foire internationale de Dakar, le ministre du Commerce s'est rendu au CICES pour faire l'état des lieux. Des travaux dont il se dit satisfait, toutefois il précise que le Nigeria sera le pays hôte et diverses raisons justifient ce choix. Le Nigeria est la plus grande puissance de la CEDEAO, c'est la première économie de la région. S'il participe à cette foire, cela pourra booster notre économie. Et surtout dans le domaine de l'artisanat, même après la foire, notre économie peut collaborer avec celle du Nigeria. Plusieurs pays seront au rendez-vous, une occasion pour le Sénégal de montrer ses capacités en matière de culture rizicole. Le marché du Nigeria est un grand marché. Donc c'est une occasion pour montrer la production du Sénégal en riz. Le président a demandé d'avoir 1 million de tonnes en riz en 2017. C'est une occasion pour explorer de nouveau des marchés. Lors de cette foire commerciale, une journée spéciale sera dédiée au consommé local. Nous avons travaillé en collaboration avec ADPME et PME. Et à ce moment-là, nous montrons comment les entreprises travaillent et ce qu'elles produisent. Nous allons en profiter pour sensibiliser la population à consommer local, car c'est un moyen de développement et ainsi nous allons résolver notre déficit commercial. Le thème de cette année, intégration régionale, levier clé de développement économique et social, est ainsi le ministre du Commerce appelle tous les acteurs économiques à participer massivement à cette édition. Actualité internationale à présent, le Zimbabwe où le chef de l'État Robert Mugabe a limogé ce mardi sa vice-présidente ainsi que 8 ministres de son gouvernement. Fatou Kinedem nous fait le point. Zimbabwe, le président Robert Mugabe a limogé ce mardi sa vice-présidente Joyce Mujuru et 8 ministres du gouvernement. Mugabe est en conflit ouvert avec sa vice-présidente. Cette dernière, longtemps considérée comme probable héritière du président, elle a été accusée pêle-mêle d'incompétence, de corruption et de complot pour assassiner le père de l'indépendance au pouvoir depuis 1980. Le congrès de la ZANU-PF, parti dominant au Zimbabwe, avait exclu Joyce Mujuru du comité central. Mugabe doit désigner mercredi 2 nouveaux vice-présidents de la ZANU-PF, de même compléter son équipe gouvernementale. Procès exceptionnel au Tchad, le palais du 15 janvier, ancien siège de l'Assemblée nationale, mis à la disposition de la Cour criminelle de N'Djamena. Le palais de justice est jugé trop exigu pour accueillir les 21 accusés, la dizaine d'avocats et les centaines de victimes de la torture sous le régime Habré. La commission d'enquête ouverte en 1992 estime que la plupart des assassinats perpétrés sous Habré sont commis par la Direction de la documentation et de la sécurité. La DDS, créée en 1983, avait pour tâche la sécurité intérieure et extérieure du pays, de contrecarrer les ambitions libyennes. Mais elle est devenue une véritable police politique directement rattachée à la présidence. Selon Human Rights Watch, 1208 personnes ont été exécutées ou sont décédées en détention. 1 millier d'agents et près de 600 soldats composaient la DDS. Notre dernier otage est libre.
L'otage français Serge Lazarevitch est libre. Une annonce de François Hollande à la mi-journée de ce mardi 9 décembre. Selon le président français, l'ex-otage qui était détenu par Al-Qaïda au Maghreb depuis plus de 3 ans est relativement en bonne santé et qu'il sera rapidement rapatrié en France. Serge Lazarevitch a été enlevé au centre du Mali le 24 novembre 2011. Il ne reste donc plus aucun otage français dans le monde. Des révélations sur la torture commise par la CIA attendues depuis des mois. Il s'agit d'un rapport des parlementaires sur les méthodes de torture après les attentats du 11 septembre 2001. La Maison-Blanche a jugé lundi la démarche utile pour, entre guillemets, permettre aux gens aux États-Unis et à travers le monde de comprendre exactement ce qui s'est passé. Pendant 5 ans, une enquête méticuleuse a été ouverte pour faire la lumière sur le programme créé en secret pour interroger des détenus soupçonnés de liens avec Al-Qaïda, notamment pour la simulation de noyade ou de privation de sommeil. Le patron de la CIA, John Brennan, a admis que l'agence du renseignement américaine avait commis des erreurs en utilisant la torture comme méthode d'interrogatoire, mais que cela avait permis d'empêcher d'autres attentats après le 11 septembre. Barack Obama a officiellement mis fin à ce programme dès son arrivée à la Maison-Blanche, estimant que les États-Unis avaient fait des choses contraires à leurs valeurs. À présent, le dossier économie du jour, il s'intéresse à l'auto-emploi. Au Sénégal, beaucoup de jeunes prennent désormais leur avenir en main en créant leur propre business. L'auto-emploi permet de lutter contre le chômage, mais aussi il contribue à booster l'économie d'un pays. Fatou Bintou Konté et Alioune Diagne. Kiné, comme beaucoup de Sénégalais, a créé son propre business, un restaurant où elle emploie une dizaine de personnes. Travailler pour son propre compte devient récurrent sous nos cieux. C'est sur fonds propres que j'ai ouvert ce restaurant. C'était petit au départ, mais au fur et à mesure, ça commence à grandir. Nous avons en charge plus d'une dizaine d'employés. Je pense qu'il n'y a pas de sous-métier. L'essentiel, c'est de faire quelque chose. Au Sénégal, l'auto-emploi se retrouve dans plusieurs activités de la vie, que ce soit dans le monde rural comme en milieu urbain. Nous pouvons, en zone rurale, comprendre que le champ il est collectif quand il s'agit de culture vivrière, mais pour l'agriculture de rente, c'est toujours un champ individuel. Donc déjà, sociologiquement parlant, en zone rurale, on est dans l'auto-emploi. Mais vous comprendrez aussi qu'au niveau de l'artisanat ou de l'entrepreneuriat, de la maçonnerie, de la mécanique, de la menuiserie, vous voyez très souvent, quand le processus de formation arrive à son terme, il y a une expression, on se met à son propre compte. C'est aussi un moyen de lutte contre le chômage, surtout pour les jeunes. L'emploi est la solution, est une solution en tout cas, au sous-emploi que nous observons. Et quand vous prenez tous les marchands, tous ceux-là qui peuvent, il suffisait de les organiser et de partir de leur propre initiative pour qu'ils soient eux-mêmes leurs propres chefs. Mais aussi pour contribuer à rehausser l'économie d'un pays. La vie peut être une solution dans les économies sous-développées, et particulièrement au Sénégal, où on a tendance à dire que nous avons des problèmes pour la gestion du bien communautaire, mais nous gérons bien le bien individuel. Donc si tout ça était organisé, je pense que l'État pourrait gagner dans la lutte contre le chômage en essayant de promouvoir l'auto-emploi dans tous les secteurs. Les Sénégalais tendent de plus en plus vers l'auto-emploi. L'État n'arrivant pas à régler le chômage, chacun se cherche une issue pour s'en sortir. La page des sports que nous ouvrons avec du football, début réussi pour Abba Talib Fall à la tête de l'USO. Victoire 3-0 face au Port Autonome de Dakar. C'était lors de la première journée. L'ancien entraîneur donc de Dakar, Sacré-Cœur, de la Renaissance de Dakar, donc savoure cette victoire. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Ndiaye. Je viens de débuter avec l'USO. Avec en plus un bon départ, on a pris 3 points ce soir. Donc c'est un bon départ pour le championnat. On a maîtrisé le match sur tous les plans. Parce que le Port, c'est une équipe réputée très physique. On a su gérer ça. En plus, il y a eu de l'efficacité devant.
On a marqué 3 buts, malgré ça on pouvait scorer. Mais c'est dommage, on va rectifier pour encore être plus performant devant. L'attaquant de l'Olympique de Ngor, Matar Ba, veut gagner des galons de titulaire cette saison. Remplaçant depuis 2 ans, il a été titularisé lors de la première journée et il a marqué un but. Une réalisation qui pourrait changer son statut cette saison. Son portrait est dressé par Abdoulaziz Khan. Changer de cap et passer d'un statut à l'autre, tel est le défi de Matar Ba. Remplaçant et jockey de luxe à Ngor depuis 2 ans, l'attaquant n'en restait pas moins prolifique. En témoignent ses 4 buts de la saison dernière, deuxième meilleur total du club. Nouvelle saison, nouvelles ambitions. Titulaire à Pikine lors de la première journée, Matar Ba a saisi l'occasion pour faire trembler les filets. Juste avant le match, l'entraîneur m'a tenu un discours. Il m'a dit que mon heure avait sonné, que je devais faire mes preuves et montrer de quoi j'étais capable. L'entraîneur de Ngor, Sidat Sarr, pense que Matar Ba doit encore prendre conscience de ses qualités. Pour qu'il soit titulaire, c'est à lui de le prouver. Parce que comme tu viens de le dire, Matar c'est un joueur que j'ai trouvé d'abord à Ngor. Donc ça fait 4 ans que je travaille avec lui, je connais ses qualités. Je dis que s'il en veut, il faut faire partie des meilleurs joueurs parce qu'il a une qualité technique énorme. Et puis son seul défaut, c'est parfois il est un peu fébrile dans l'animation. Mais je sais que c'est un joueur qui a énormément de talent et je sais, comme tu viens de le dire, aujourd'hui, le fait qu'il soit partant et qu'il marque un but, ça peut être une sorte de motivation. Cette saison 2014-2015 pourrait être le déclic pour Matar Ba qui aspire à s'imposer dans la durée. Aucun joueur n'aime rester sur le banc, même si c'est un choix de l'entraîneur, c'est difficile à accepter. Mais je sais que c'est à moi de me battre pour gagner ma place. Mais comme l'entraîneur me donne ma chance pour jouer, c'est à moi de donner le maximum pour gagner ma place. À Ngor, les départs ont été nombreux à l'intersaison. Avec la Coupe CAF, Matar Ba sait qu'il a un coup à jouer. Sa première sortie a été une réussite. Il sera attendu au tournant de la confirmation. Abdoulaziz Khan, merci. C'est la fin de cette édition. Merci Ibrahim Khan. Merci, cher Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.